Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez, comme chaque dimanche à la même heure avec Thomas Binet. On parle de quoi aujourd'hui ? Jean-Marie, on va commencer par Picard, les surgelés comme saga de la semaine. Est-ce simple d'être indépendant en 2025 ? Comment s'y prendre et comment se faire surtout bien accompagné ? Alexandre Franqui, cofondateur de Highway, partenaire des freelances sur les sujets administratifs, comptables et financiers, va nous répondre à toutes ces questions. Et puis la dernière chronique, ça sera prendre la bonne décision en entreprise. Justement, est-ce si simple ? Oui, c'est jamais facile, effectivement. Mais avant ça, on commence, comme chaque semaine, par la saga d'une entreprise en partenariat avec le magazine Entreprendre. Aujourd'hui, direction nos congélateurs. Là, derrière chaque plat surgelé se cache une histoire. Et ça, c'est celle de Picard dont vous nous parlez. Elle est plutôt savoureuse. Thomas, racontez-nous comment Picard, les surgelés, ont commencé. Picard, Jean-Marie, c'est bien plus simple qu'un magasin de surgelés et c'est surtout une véritable saga. Tout démarre en 1906, bien avant les congélateurs. Deux frères, René et Gaston Bajante, fabriquent des pains de glace dans une petite entreprise appelée les Glacières de Fontainebleau. À l'époque, c'était la seule solution pour garder les aliments au frais, puisqu'aucun réfrigérateur n'existait encore dans les foyers. Alors, quand est-ce que Picard va devenir la marque qu'on connaît aujourd'hui ? Le grand tournant arrive en 1962 quand Raymond Picard, le fils du fondateur, donne son nom à l'entreprise. Il commence à vendre des congélateurs et surtout des produits surgelés au détail, une petite révolution à l'époque. Puis en 1974, Armand Decelle ouvre le premier magasin Picard rue de Rome à Paris. Et imaginez déjà plus de 400 produits surgelés en rayon. Et depuis, on a tous vu un magasin Picard avec ce flocon bleu sur la devanture blanche qui ouvre près de chez nous. Comment la marque a traversé les décennies ? Plutôt brillamment. En 1999, elle s'exporte à l'international, puis lance son site de vente en ligne dès 2000, sans bug, ce qui est d'ailleurs assez rare pour l'époque. Et Picard continue d'innover. Application mobile, snack bar, en magasin, distributeur automatique de plats surgelés et même une carte de paiement pour les jeunes, le Picard Pay. Oui. L'entreprise centenaire qui a su rester jeune dans le frigo et dans l'esprit justement des Français. Et alors justement, aujourd'hui, en 2025, c'est quoi concrètement Picard ? Picard, c'est plus de 1100 magasins en France et à l'étranger, un site e-commerce, de la livraison à domicile et des concepts modernes comme Bienvenue en cuisine, un test dans plusieurs magasins qui transforme l'expérience client en magasin. Je sens que vous êtes client de temps en temps. Absolument, j'ai ma carte. Ça ne m'étonne pas, effectivement. Allez, tout de suite, on accueille votre invité Thomas Binet. On est avec Alexandre Franqui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, cofondateur de Highway, entreprise créée en 2018, spécialisée dans l'accompagnement des indépendants. Tiens, vous nous direz quel métier ça recoupe, parce qu'il y en a beaucoup, on en croise tous les jours. Vous parlez notamment des sujets comptables, administratifs, financiers. Highway, c'est 60 collaborateurs, plus de 1700 freelances accompagnés. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Alexandre Franqui, dans quelques instants, dans Osez investir, qui vous succédera à ce micro, nous allons parler de la liberté financière. Mais là, avec vous, on va justement parler d'un autre sujet de liberté, la liberté d'entreprendre. Vous avez fait un constat il y a quelques années, c'est que le CDI ne faisait plus rêver, que l'emploi à vie n'était plus un argument. On refuse les contraintes, le carcan managérial, bref, on veut travailler pour soi et pouvoir faire ses propres choix. Plus qu'un phénomène de société, selon vous, c'est une tendance lourde. Absolument, et le CDI n'est plus le Graal, il fait plus rêver. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes, quand on regarde, un Français sur deux envisage un jour de créer sa propre entreprise. Et quand on regarde les moins de 30 ans, c'est plus de 70% d'entre eux. Alors on est d'accord pour dire quand même que le passage à l'acte est un peu plus difficile. Ouais, en vrai, ça donne envie, mais c'est pas si simple de passer à l'action parce qu'il y a des contraintes. Alors justement, derrière le rêve d'indépendance que vous venez d'évoquer, se cache la réalité du poids administratif, de l'immensité des compétences à acquérir dans différents domaines qui relèvent de l'exercice de son métier. C'est-à-dire qu'on veut faire un métier, mais on ne veut pas avoir tout ce qui est autour. Oui, on veut souvent les avantages et pas les contraintes qui vont avec. Entreprendre, c'est devenir un chef d'entreprise. Oui. Et il y a plein de choses à gérer. Donc, c'est tous ces carcans qui posent problème. C'est le constat qui vous a permis de faire le lancement d'Highway en 2018. Vous êtes parti de l'observation que le marché des accompagnants des entrepreneurs était atomisé entre, citons-les, les comptables, les banques, néobanques, courtiers en assurance, consultants en patrimoine. J'en jette plus parce qu'il y en a encore d'autres. Trop de monde. On ne sait pas lequel choisir, comment s'y prendre en fait. Oui, ça fait beaucoup de choses à gérer quand on est indépendant. Mon idée, ça a été de se concentrer sur l'essentiel, faire son job, apporter de la valeur là où on est le meilleur, et après tout le reste, le centraliser et pas se disperser. Alors vous avez eu l'ambition de devenir le couteau suisse au service des indépendants en créant un ensemble de services à 360 degrés. Justement, 360 degrés, en quoi ça consiste ? Expliquez-nous, c'est quoi ce 360 degrés chez Highway ? C'est très simple, on accompagne les indépendants sur 3 phases. Le lancement de leur activité, la gestion de leur entreprise au quotidien. La proposition, c'est de les libérer complètement de tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire l'administratif, qui est un grand mot qui regroupe toute la gestion de leur entreprise. Et après, une troisième partie qui est le développement de leur patrimoine. On parlait de liberté financière. Quand on est indépendant et que ça marche, on peut effectivement atteindre un niveau de revenu important. Et ça peut permettre, derrière, si on
on s'y prend bien, de construire sa sérénité de demain, préparer son avenir, construire sa retraite, son immobilier. Je voudrais avec vous, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont soit des personnes qui réfléchissent à ouvrir une entreprise, à se lancer, ou ceux qui viennent de se lancer, parce que ceux qui sont déjà établis ou qui ont une certaine taille d'entreprise sont peut-être un peu moins concernés par notre échange, même si la situation les concerne dans l'absolu. Je voudrais qu'on reprenne les différentes étapes. D'abord, tout commence par le choix. C'est un peu technique, mais quand même, il faut le dire parce que c'est crucial, le choix du statut juridique. Le statut, c'est le point de départ. On en fait souvent une très grande affaire, peut-être un peu trop grande à mon goût, parce que ça reste un outil, un outil juridique. Et cet outil-là s'adapte finalement à son projet. Différentes options se présentent à soi, la micro-entreprise, des différents formats de société. Et c'est important parce que c'est ce qui permet de transformer finalement son chiffre d'affaires en rémunération. Et là, il faut bien choisir dès le départ parce que ça conditionne la suite. Même si, on peut le dire quand même, on peut changer de statut au cours de l'existence de l'entreprise. Absolument. C'est pas toujours aussi simple, mais on peut le faire. Absolument. L'outil s'adapte finalement à la situation personnelle et au projet professionnel qui, lui, va forcément, j'imagine, évoluer dans le temps. Et il ne faut pas y avoir finalement de religion et de dogme par rapport à ça. Il faut vraiment considérer le statut juridique comme un outil et ne pas s'enfermer dans une croyance par rapport à ça. Et comme vous le dites, il s'adapte au démarrage comme par la suite. Alors après le choix du statut juridique, il y a les démarches administratives. Et dans ces démarches administratives, il y a l'ouverture d'un compte bancaire. Exactement. Un compte professionnel, c'est nécessaire. Et là, il y a différentes options, des banques traditionnelles, des néobanques. L'idée, c'est de s'outiller d'un compte professionnel pour pouvoir encaisser, faire des dépenses professionnelles et surtout piloter ces dépenses pour avoir une lisibilité très très claire de où est son argent. Et là, vous avez des solutions, vous vous orientez vers des solutions. Absolument, on en propose et il en existe plein. D'accord. Des plus ou moins, on va dire, digitales et des plus ou moins bonnes. Alors un point très important, parce que la protection sociale, faut le dire. On a un salarié, on est soi-même justement gérant ou d'une autre forme de président, etc., de statut personnel. Et là, la protection sociale, elle doit parler, elle doit se mettre en place. Très important. On est en France, les acquis sociaux, quand on est issu du salariat, sont très importants, ils sont ancrés dans l'esprit des gens. Et quand on devient indépendant, il y a une rupture. Le système social change pour les travailleurs indépendants, mais heureusement, on reste en France et les travailleurs indépendants restent protégés. Il faut juste reconfigurer sa protection sociale autrement. On est affilié au régime général de la sécurité sociale et il y a des dispositifs complémentaires, mutuelles et prévoyance, qui peuvent être mis en place. Et l'intérêt quand on est indépendant, c'est qu'on en a le contrôle. En fait, c'est vous, en tant qu'indépendant, qui choisissez, qui les mettez en place, qui les financez à hauteur de vos besoins. Vous pouvez même en faire bénéficier femmes, maris, enfants. Et donc, non, en France, on n'est pas moins bien protégé quand on est entrepreneur indépendant. Au contraire, on a le contrôle. On a la liberté et si on a les moyens, on peut se protéger à hauteur de ses besoins. Et dans l'exercice de sa profession, de son métier, il faut mettre une comptabilité, évidemment, en place. Et là, c'est quand même le cœur aussi de votre activité, c'est la comptabilité générale de l'entreprise. Absolument. La comptabilité, c'est essentiel. Et ce qu'on constate, c'est que parfois, certains ont une lecture de la comptabilité qui peut être pas la bonne. Il ne faut pas attendre du comptable, c'est un conseil que je donne, qu'il soit le gérant de l'entreprise. Le gérant de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Le comptable n'est finalement, sans réduire sa fonction, quelqu'un qui opère la comptabilité et il conseille. Il est technique sur la comptabilité, mais le dirigeant reste le dirigeant. Et tout ça va jusqu'à la gestion de patrimoine. Alexandre Franqui, le coût de ces prestations, vous pouvez nous donner à nos auditeurs une idée ? Les coûts de service d'Highway ? Oui, par exemple. 199 € par mois. C'est le tarif qu'on propose. À partir duquel voilà. Donc après, ça dépend des options qu'on choisit. Exactement, des options, des statuts, de ce qu'on intègre dans le service, mais c'est un tarif qui intègre notamment une bonne partie de nos services. Ouais. Merci à vous. Avec plaisir. Merci et bravo surtout. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Highway. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Thomas, prendre des décisions en entreprise, un défi permanent. Mais alors, comment on développe cette capacité à décider avec clarté et assurance ? La prise de décision, Jean-Marie, en entreprise, c'est un élément clé justement de la réussite. Et pour la développer, il faut avant tout accepter qu'aucune décision n'est prise dans un contexte parfait. Il y a toujours une part d'incertitude. C'est là qu'intervient la capacité à analyser les situations de manière objective, tout en étant capable d'accepter des risques calculés. Plus vous faites
face à ces choix, plus vous apprenez à évaluer rapidement les avantages et les inconvénients. Donc la prise de décision ne se limite pas aux chiffres ou aux analyses rationnelles. Exactement, si les données sont essentielles, la prise de décision en entreprise repose aussi sur l'intuition et les valeurs personnelles. Un bon décideur sait aussi se fier à son instinct, surtout dans un environnement complexe où toutes les variables ne peuvent pas toujours être quantifiées. C'est une question d'équilibre entre rationalité et perception. Bon, alors comment on fait pour s'entraîner à prendre des décisions? Il en existe des méthodes pour améliorer? Oui, et l'un des meilleurs moyens est la pratique avant tout. Plus vous êtes amené à prendre des décisions, même petites, plus vous entraînez votre esprit à faire des choix rapidement, efficacement. Par ailleurs, il est important de savoir s'entourer d'avis extérieurs, discuter avec des collègues, des mentors ou des experts, permet d'enrichir sa réflexion et de prendre des décisions plus éclairées. Oui, en gros, ça se perfectionne au fil du temps. Oui, et tout à fait. Chaque décision est une occasion d'apprendre et de s'améliorer, et en se conformant régulièrement à ses choix, en acceptant l'incertitude et en ajustant ses méthodes, on développe progressivement une grande confiance dans sa capacité à décider efficacement. C'est très bien, ça peut toujours servir. Merci beaucoup Thomas Binet. On vous retrouve dans un instant. On va explorer notre capacité à décider des bons et des mauvais placements dans un instant. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.